Le café se trouvait à la lisière de la ville, là où l'autoroute se réduisait à 2 voies et où les pins se pressaient de chaque côté. J'y venais tous les jeudis après-midi depuis la mort de mon mari, car il sentait les pommes cuites et le vieux bois, et parce que le propriétaire ne me demandait jamais comment j'allais. Ce jour-là, j'étais là avec mon fils Lucas et sa femme Marissa, assis en face de moi dans une banquette polie par des décennies de coudes et de conversations. Par la fenêtre, le ciel de l'Oregon était bas et gris, comme toujours à la fin de l'automne. À l'intérieur, Marissa remuait son thé sans le boire, la cuillère cliquetant contre la tasse à un rythme qui me crispait les épaules. « Tu devrais vraiment penser à déménager, Eleanor, a-t-elle finalement dit, sa voix légère mais répétée. Ce terrain est trop de responsabilité pour une seule personne maintenant. Lucas a rapidement hoché la tête. Il avait les yeux de mon mari, mais aucune de sa stabilité. On s'inquiète juste pour toi, maman. Les impôts, l'entretien. L'hiver arrive encore. J'ai souri, le sourire poli que j'avais appris au cours de l'année écoulée. J'ai vécu sur cette terre pendant 41 ans, ai-je dit. Je sais comment m'en occuper. Marissa a échangé un regard avec Lucas. Je l'ai surpris, car les mères le font toujours. Le regard qui disait, pas encore, mais bientôt. Ils se sont levés pour payer l'addition ensemble, se penchant près l'un de l'autre, chuchotant comme ils avaient commencé à le faire plus souvent ces derniers temps. Je suis restée assise, ramassant mon sac à main et pliant ma serviette, quand j'ai senti une présence à côté de moi. Elle est apparue si soudainement que j'ai sursauté assez fort pour renverser mon verre d'eau. La femme avait une 50aine d'années, peut-être plus, avec des cheveux gris fer tirés en un chignon serré à la nuque. Son manteau était sombre et lourd, bien trop chaud pour l'intérieur, et ses yeux ne erraient ni ne clignaient. Ils se sont fixés sur les miens comme si elle m'avait cherché toute sa vie. « Eleanor est » a-t-elle dit. Pas une question. « Oui » ai-je répondu, mon cœur battant déjà la chamade. Elle a posé une fine enveloppe Kraft sur la table entre nous. Son doigt a légèrement tremblé en la lâchant. « Vous en aurez besoin ce soir » a-t-elle chuchoté. « Quoi que vous fassiez, ne l'ouvrez pas ici. » J'ai ouvert la bouche pour lui demander qui elle était, comment elle connaissait mon nom, ce qu'elle voulait dire, mais elle se détournait déjà. Au moment où je me suis levé, elle avait atteint la porte et s'était glissée dehors, avalée par le trafic et la brume. Je suis resté là, figé, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Lucas et Marissa sont revenus quelques instants plus tard. « Tout va bien, maman » a demandé Lucas. « Bien » ai-je dit trop rapidement. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac avant qu'aucun d'eux ne puisse la voir. Mes mains ne voulaient pas cesser de trembler. Le trajet de retour à ma maison s'est déroulé dans un flou de virages et de petites conversations sur la météo et les prix de l'immobilier. Ils m'ont déposé au bout de mon chemin de gravier, déclinant mon invitation à entrer. J'ai regardé leur voiture disparaître, puis je suis resté là, écoutant le vent dans les arbres, me sentant soudainement observé. Ma maison attendait au bout du chemin, un revêtement blanc ancien, des garnitures vertes, la même maison que mon mari et moi avions peinte ensemble il y a des années. Le terrain s'étendait derrière elle, des hectares de forêt et de champs défrichés, transmis par la famille de mon mari bien avant que je n'y entre par mariage. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, ce que je n'avais pas fait régulièrement avant la mort de mon mari. L'enveloppe était lourde dans mon sac, comme si elle savait qu'elle n'avait rien à y faire. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et je suis resté assise en face d'elle pendant un long moment sans la toucher. La maison craquait doucement, s'installant autour de moi. Dehors, le crépuscule a glissé dans la nuit. Je ne savais pas encore que l'enveloppe me mènerait à une vérité enfouie plus profondément que les racines de ma terre. Je savais seulement que pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'avais peur des personnes les plus proches de moi. J'ai attendu que la maison soit complètement sombre avant de toucher l'enveloppe. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu. Peut-être qu'une partie de moi espérait que si je l'ignorais assez longtemps, elle perdrait son pouvoir. Peut-être que j'avais peur qu'une fois que je l'ouvrirais, il n'y aurait plus de retour en arrière. Je me suis préparé une tasse de thé que je n'ai pas bu, et je me suis assise à la table de la cuisine, écoutant l'horloge tic-taquer et le vent presser contre les fenêtres. À 20h47 exactement, j'ai glissé mon doigt sous le rabat. À l'intérieur se trouvait une petite clé en laiton enveloppée dans du papier de soie et une étroite bande de papier de cahier ligné pliée une fois. L'écriture était nette et délibérée. 23h32 répondait. Ne rappelez pas, c'était tout. Pas de nom, pas d'explication. Ma gorge était sèche comme du sable. J'ai vérifié mon téléphone.
20h51, près de 3 heures à attendre. J'ai verrouillé chaque porte et chaque fenêtre, bien que rien dans ma vie n'ait jamais exigé un tel niveau de prudence auparavant. Le terrain autour de ma maison était calme, comme toujours la nuit. Trop calme. Pas de phare, pas de voix, juste le bruit des arbres qui bougeaient dans le noir. À 21h30, j'ai essayé de me distraire en pliant du linge. À 22h, j'ai abandonné et je me suis rassise à la table, fixant la clé. Elle était vieille, plus lourde que les clés modernes, avec une tête usée lissée par des années d'utilisation. Je l'ai retournée dans ma paume, essayant d'imaginer ce qu'elle pourrait ouvrir. À 23h, j'ai éteint toutes les lumières sauf celle au-dessus de l'évier. La lueur jaune donnait au coin de la cuisine une impression de profondeur et d'éloignement. Mon téléphone était posé sur la table, écran vers le haut, sombre. 23h31, mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. À 23h32, le téléphone a sonné. Le son a traversé la maison, aigu et soudain. J'ai sursauté si fort que ma chaise a raclé le sol. L'écran n'affichait ni nom ni numéro. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Allô, ai-je dit, et ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Au début, il n'y avait qu'une respiration, lente, contrôlée, proche du microphone. Puis une voix est venue, basse, déformée, comme filtrée par quelque chose d'électronique, mais indubitablement familière. Eleanor, a dit la voix. Mes genoux se sont dérobés. J'avais entendu cette voix pendant plus de 40 ans dans des cuisines, des champs, des chambres et des hôpitaux. Je l'avais entendu chuchoter des excuses, des rires et des promesses. C'était mon mari. Non, a crié mon esprit. Impossible. Ne fais pas confiance à Lucas, a continué la voix. Ne fais pas confiance à Marissa. Et ne fais pas confiance à la police locale. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Tu n'es pas en sécurité là où tu es. Le terrain est la raison pour laquelle ils le veulent vide. Qui est-ce? Ai-je chuchoté. Ma voix tremblait. Ce n'est pas drôle. Une pause, une respiration. J'aimerais pouvoir tout te dire, a dit la voix. J'aimerais pouvoir expliquer, mais si je ne fais pas court, ils me trouveront. Mon cœur a cogné contre mes côtes. Mon mari n'est pas mort de la manière qu'ils vous ont raconté. Ce qui s'est passé n'était pas un accident, et si vous les laissez vous chasser, ils effaceront ce que j'ai laissé derrière moi. Effacer quoi, ai-je chuchoté. À ce moment, la ligne a crépité violemment. La voix s'est coupée, puis est revenue pour une dernière phrase. La vérité est sous vos pieds, Eleanor, et vous avez très peu de temps. L'appel s'est terminé. Je suis resté figé, le téléphone pressé contre mon oreille longtemps après que l'écran se soit éteint. La maison semblait différente maintenant, chargée et exposée, comme si chaque mur s'était aminci. J'ai vérifié le journal des appels. Rien. Aucune trace de l'appel, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais mes mains tremblaient. Ma poitrine me faisait mal. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise à la table de la cuisine jusqu'à l'aube, regardant la première lumière ramper sur le sol, sachant une chose avec une clarté terrifiante. Quoi que ce soit qui ait tué mon mari était toujours en vie, et c'était plus proche de moi que je ne l'avais jamais imaginé. Lucas est revenu le lendemain matin. Il n'a pas appelé d'abord. Il n'avait jamais fait ça. Quand mon mari était en vie, Lucas appelait toujours à l'avance, par habitude ou par respect, ou peut-être par peur de déranger quelque chose d'important. Maintenant, il est arrivé dans l'allée juste après 8 heures, comme si l'endroit lui appartenait déjà. J'étais à l'évier quand j'ai vu sa voiture par la fenêtre. Mon premier réflexe a été de cacher l'enveloppe dans la clé, mais je me suis retenu. Si j'agissais avec peur, il le sentirait. Lucas avait toujours été doué pour sentir la faiblesse. Il est entré en portant 2 cafés et un sourire crispé. « Bonjour, maman », a-t-il dit, posant une tasse devant moi. « Tu as l'air fatigué. »« Je n'ai pas bien dormi », ai-je dit d'un ton égal. Il s'est assis en face de moi, jetant un coup d'œil à la cuisine comme quelqu'un qui fait une inspection discrète. Ses yeux se sont attardés une seconde de trop sur la porte du vieux bureau de mon mari. « On doit parler », a-t-il dit. J'ai attendu. « Marissa et moi avons discuté de ta situation », a-t-il continué. « La propriété, tes finances, ta santé. » J'ai enroulé mes mains autour du café mais je n'ai pas bu. « Ma situation. » Oui, a-t-il dit doucement.
Tu es seul depuis longtemps maintenant. Ce terrain est un fardeau. Tu n'as plus rien à prouver. Voilà. Les mêmes mots, la même inquiétude répétée. Je ne suis pas un fardeau pour moi-même, Lucas, ai-je dit. Il a expiré par le nez. Maman, il ne s'agit pas de fierté. Il s'agit de la réalité. Les impôts seuls grimpent, l'assurance, les réparations. Si quelque chose arrive ici, personne ne le saurait avant des heures. Quelque chose comme quoi, ai-je demandé. Il a hésité juste assez longtemps pour que le silence devienne lourd. Un accident, a-t-il finalement dit. Une chute, un problème médical. Le mot « accident » m'a serré l'estomac. Marissa est arrivée 1 heure plus tard, à l'improviste. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée près de la porte, faisant défiler son téléphone comme si elle était déjà en retard pour quelque chose. J'ai pris la liberté d'examiner tes comptes, a-t-elle dit, levant enfin les yeux. Juste pour comprendre où en sont les choses. Tu n'avais pas le droit, ai-je dit. Elle a souri poliment. En tant que plus proche parent de Lucas, il a l'obligation de savoir. J'ai regardé mon fils. Il n'a pas rencontré mon regard. D'après ce que nous avons trouvé, a continué Marissa, tu ne peux pas maintenir ce style de vie beaucoup plus longtemps. Tu puises dans tes économies à un rythme alarmant. Je vais bien, ai-je dit. Vraiment, a-t-elle demandé doucement. Parce que pour moi, on dirait que le chagrin obscurcit ton jugement. Lucas s'est penché en avant. Maman, peut-être devrions-nous parler de tutelle, juste temporairement, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. La pièce est devenue très silencieuse. Tutelle, ai-je répété. C'est juste une garantie légale, a dit rapidement Marissa. Pour te protéger, pour s'assurer que les décisions sont prises dans ton meilleur intérêt. Mon cœur a commencé à battre la chamade. La voix de la nuit précédente a résonné dans mon esprit. Ne leur fais pas confiance. Vous voulez le contrôle, ai-je dit doucement. Pas la protection. Marissa a soupiré comme si elle était déçue. Éléanore, s'il te plaît. Ça n'a pas à être difficile. Si tu acceptes de vendre la propriété et de te rapprocher de la ville, tout cela disparaît. Et si je ne le fais pas? Lucas a détourné le regard. Marissa a répondu, alors nous devrons avancer sans ton consentement. Un frisson m'a parcouru. Elle s'est approchée, baissant la voix. Les fermes sont des endroits dangereux, Éléanore. Les gens de ton âge se blessent tout le temps. Ce serait tragique si quelque chose arrivait avant que ce ne soit résolu. Je me suis levé si vite que ma chaise a basculé en arrière. Sortez, ai-je dit. Lucas avait l'air choqué. Maman, calme-toi. Sortez de ma maison, maintenant. Ils sont partis ensemble. Marissa composait déjà sur son téléphone. Lucas a jeté un regard en arrière une fois avec une expression que je n'ai pas reconnue. Pas d'inquiétude, du calcul. J'ai verrouillé la porte après eux, mes mains tremblant. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'ai compris quelque chose clairement. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils avaient peur de ce sur quoi je me tenais. Et quoi que ce soit qui était enterré sous ma terre avait transformé ma propre famille en étranger capable de me détruire pour l'obtenir. Après le départ de Lucas et Marissa, je n'ai pas pleuré. J'ai nettoyé. J'ai lavé les tasses de café qu'ils avaient touchées. J'ai essuyé la table. J'ai balayé le sol comme si l'ordre pouvait me protéger de ce qui se dénouait. Quand il n'y a plus rien eu à nettoyer, je suis resté au milieu de la cuisine et j'ai réalisé que la vérité s'était installée dans mes os. Mon mari n'avait pas eu tort. Je suis allé à son bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. La pièce sentait encore faiblement le cèdre et l'huile de machine. Son bureau était exactement là où il l'avait laissé la dernière fois qu'il était sorti de cette maison. J'avais évité cette pièce pendant des mois parce que le chagrin y vivait. Maintenant, je comprenais que quelque chose d'autre y vivait aussi. J'ai ouvert le classeur. Au début, tout semblait ordinaire. Des relevés d'impôts fonciers, de vieilles polices d'assurance, des manuels d'équipement. Je me suis forcé à ralentir, à regarder de plus près, comme mon mari le faisait toujours. C'est là que j'ai remarqué les dates. Plusieurs documents avaient été déplacés récemment, avant sa mort, non pas enlevés, mais simplement repositionnés. Un homme se préparant non pas à être découvert, mais à être compris. J'ai trouvé un mince dossier glissé derrière les papiers de l'acte de propriété.
À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires que je n'avais jamais vus auparavant. Des retraits en espèces espacés soigneusement sur plusieurs mois, toujours en dessous du seuil qui aurait soulevé des questions, se terminant toujours 2 semaines avant sa mort. Ma poitrine s'est serrée. Mon mari détestait l'argent liquide. Il croyait aux dossiers, aux reçus et aux preuves. S'il retirait de l'argent comme ça, c'est parce qu'il ne voulait pas de traces. Je me suis assise et j'ai fermé les yeux, me forçant à me souvenir. La dernière année de sa vie, il avait changé, pas d'une manière que je pouvais expliquer à l'époque. Il se réveillait la nuit, faisait de longues promenades seul, a commencé à verrouiller la grange alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Une fois, je lui avais demandé ce qui n'allait pas et il a souri et a dit « Je m'inquiète trop ». J'ai continué à creuser. Au fond du tiroir, j'ai trouvé une feuille de papier jaune pliée. Mon nom écrit en haut de son écriture. Éléanore, si tu lis ceci, je n'ai pas pu l'arrêter comme je l'espérais. Ne pose pas de questions là où les oreilles écoutent. La vérité est enterrée et le silence était la seule chose qui te maintenait en vie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le papier. Enterré. Le mot de l'appel téléphonique a résonné dans ma tête. J'ai ensuite fouillé son ordinateur. Ça a pris plus de temps que prévu. Il avait toujours été prudent avec les mots de passe. J'ai essayé notre anniversaire. Rien. J'ai essayé le nom du chien. Rien. Puis j'ai essayé l'adresse de la propriété, la première qu'il ait jamais possédée avant notre mariage. L'écran s'est déverrouillé. Mon estomac s'est noué. Il y avait des emails qu'il avait archivés au lieu de les supprimer. De la correspondance avec un avocat spécialisé en droit pénal dans un autre État. Des messages courts et gardés. Pas de détails, juste des confirmations de réunions et de paiements. Pourquoi mon mari aurait-il besoin d'un avocat pénaliste? J'ai fait défiler davantage. Des photographies, des clichés nocturnes du bord de notre terrain, des traces de pneus que je ne reconnaissais pas, une section de la forêt près de l'ancienne pente qu'il m'avait toujours dit de ne pas parcourir seul. Je me suis souvenu maintenant des disputes, lui insistant pour que je reste à l'écart de cette partie de la propriété, me disant que c'était dangereux sans expliquer pourquoi. Il m'avait protégé, et quoi qu'il ait découvert avait été assez important pour l'effrayer jusqu'au secret. Je me suis adossé à la chaise et j'ai fixé le plafond. Lucas avait grandi ici. Il connaissait chaque sentier, chaque creux, chaque endroit où quelqu'un pouvait cacher quelque chose et ne jamais être vu. La pensée m'a retourné l'estomac. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message d'un numéro inconnu. Vous faites ce qu'il faut. Ne les affrontez pas. Ils observent déjà. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Mon mari m'avait laissé une piste, non pas pour accuser, mais pour survivre. Et pour la première fois, j'ai compris que l'homme que j'aimais était entré seul dans le danger, pour que je n'ai pas à le faire. Maintenant, ce danger était le mien, et la terre sous mes pieds n'était plus seulement un foyer. C'était une preuve. Je ne suis pas sorti de la journée. J'ai regardé le terrain par les fenêtres à la place, la lisière de la forêt, la pente derrière le champ nord, la bande de terre que mon mari m'avait toujours dit d'éviter après le crépuscule. Pendant des années, j'avais pensé que c'était par souci pour ma sécurité. Maintenant, je savais que c'était autre chose. En fin d'après-midi, un camion que je ne reconnaissais pas a roulé lentement devant le bout de mon allée. Il n'est pas entré. Il ne s'est pas arrêté. Il est simplement passé et a disparu sur la route. Mais il est revenu 1 heure plus tard. C'est là que j'ai compris le message. Ils observent déjà. Juste après le coucher du soleil, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas déformé. Si vous êtes seul, ne raccrochez pas, a dit l'homme doucement. Qui êtes-vous, ai-je demandé. Quelqu'un en qui votre mari avait confiance quand il n'avait plus d'option. Je m'appelle Grant Mercer. Je ne peux pas rester longtemps. Je suis resté figé au milieu du salon. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devrais vous surveiller jusqu'à ce que vous soyez prête à voir la vérité. Il m'a aussi dit que votre fils n'attendrait pas éternellement. J'ai fermé les yeux. Dites-moi. Il y a un tunnel de service sous votre propriété, a dit Grant. Plus ancien que la maison. Il a été construit il y a des décennies et agrandi plus tard. Il est relié à des chambres rocheuses naturelles qui n'ont jamais été cartographiées. La plupart des gens ne le trouveraient jamais. Mon cœur a cogné. Lucas l'a trouvé il y a des années.
Il a réalisé qu'il pouvait cacher des choses que personne ne chercherait, des choses qui pouvaient se déplacer tranquillement et disparaître tout aussi vite. Quelle chose, ai-je chuchoté. Des cargaisons illégales, du stockage, des transferts. Le terrain le rendait parfait, isolé, privé, protégé par la loyauté familiale. Je me suis laissé tomber sur une chaise. Votre mari a découvert des signes d'activité il y a environ 2 ans. Des véhicules là où ils ne devraient pas être, des traces fraîches après la pluie, du matériel déplacé la nuit. Il a suivi la piste jusqu'à ce qu'elle mène sous terre. Je me suis souvenu des nuits où il rentrait tard, couvert de terre, prétendant qu'il avait réparé un problème de drainage. Je me suis souvenu de la peur dans ses yeux lorsque des phares sont apparus près des arbres. Il a tout documenté, a continué Grant. Des photos, des heures, des noms. Il a essayé de l'arrêter discrètement. Il a confronté Lucas. Mon souffle s'est coupé. Lucas a promis d'arrêter, de se retirer. Mais une fois que vous êtes dans quelque chose comme ça, il n'y a pas de retour en arrière. Mes mains se sont crispées en poing. Votre mari a refusé de se taire. C'est là qu'ils ont décidé qu'il était un problème. Les mots ont atterri comme des pierres. Il ne s'est pas noyé, a dit Grant. Sa voiture a été forcée de sortir de la route. Je le suivais à distance. Je n'ai pas pu y arriver à temps. J'ai senti quelque chose en moi se fissurer. Pas bruyamment, tranquillement. De la manière dont la pierre se brise sous la pression. Pourquoi me le dites-vous maintenant, ai-je demandé. Parce qu'ils accélèrent. Ils veulent que le terrain soit vendu. Une fois qu'il changera de main, les tunnels disparaîtront sous les permis et les constructions. Les preuves seront enterrées pour toujours. J'ai pensé à Lucas dans ma cuisine parlant d'accident. Marissa mentionnant la tutelle. Le timing n'était pas une coïncidence. Que veulent-ils de moi, ai-je demandé. Ils veulent que vous partiez, soit de manière consentante, soit en étant enlevé. Votre mari a gagné du temps en mourant. Vous avez gagné plus de temps en ne vendant pas encore, mais leur patience s'épuise. L'appel s'est terminé brusquement. Je suis resté assise longtemps après que la ligne soit devenue silencieuse. La maison semblait plus petite maintenant, les murs plus minces, le sol sous mes pieds plus solide. Je me suis dirigé vers la fenêtre arrière et j'ai fixé le terrain s'étendant dans l'obscurité. 41 ans que j'avais parcouru cette propriété, croyant qu'elle contenait des souvenirs, des racines et de la sécurité. Maintenant, je savais qu'elle contenait autre chose, quelque chose de vénéneux. Et la vérité la plus terrifiante de toutes s'est installée dans ma poitrine. Le danger n'était pas caché dans le sol. C'était le fait que mon propre fils l'avait choisi plutôt que sa famille, et il n'arrêterait pas à moins que quelqu'un ne l'y force. Le coup est venu juste après minuit. Pas fort, pas urgent. 3 coups lents et délibérés qui ont traversé la maison comme un avertissement. J'étais assise à la table de la cuisine, toutes les lumières éteintes, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le vent qui traversait les arbres quand je l'ai entendu. Je n'ai pas répondu. Le coup est revenu, suivi d'une voix familière. Maman, c'est Lucas. On doit parler. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre à travers la porte. Je suis resté immobile, comptant mes respirations comme mon mari m'avait appris à le faire pendant une tempête. Puis une autre voix s'est jointe à la sienne, calme, professionnelle, presque répétée. Madame, c'est l'adjoint Collins. Nous sommes là pour vérifier que vous allez bien. La police. Ne leur fais pas confiance, m'avait prévenu la voix. Je me suis levé lentement et je me suis dirigé vers la fenêtre à côté de la porte, en faisant attention de ne pas projeter d'ombre. 2 voitures étaient dans mon allée, celle de Lucas et un véhicule de patrouille. Marissa se tenait près de la rambarde du porche, les bras croisés, sa posture rigide et impatiente. J'ai ouvert la porte juste assez pour parler. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Lucas s'est avancé immédiatement. Maman, on est inquiet. Tu n'as pas répondu aux appels. Marissa dit que tu as agi de manière confuse, parlant de choses qui n'ont pas de sens. Marissa n'a pas nié. Elle a croisé mon regard et a souri faiblement. L'adjoint Collins s'est raclé la gorge. Madame, on a reçu un rapport selon lequel vous pourriez être en détresse. On aimerait entrer pour s'assurer que vous êtes en sécurité. J'ai alors compris exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un enlèvement. Je vais bien, ai-je dit. Vous pouvez partir.
La voix de Marissa s'est aiguisée. Eleanor, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Tu es seule ici. Tu as subi un traumatisme. Parfois, les gens ne réalisent pas quand ils ont besoin d'aide. Lucas a tendu la main vers la porte. Je l'ai claquée et verrouillée. Les cris ont commencé immédiatement. Lucas frappant à coups de poing. Marissa hurlant que j'étais irrationnel. L'adjoint menaçant de forcer l'entrée si je ne coopérais pas. Ma main tremblait, mais mon esprit était soudainement clair. J'ai couru. J'ai attrapé mon manteau et la lampe de poche que mon mari gardait près de la porte arrière et je me suis glissé par la buanderie, sortant dans la nuit glaciale. L'air a brûlé mes poumons alors que je traversais la cour, en me tenant bas, me déplaçant rapidement vers les arbres. Derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte en grand. « Maman, arrête !» a crié Lucas. Des lampes de poche ont traversé l'obscurité, découpant les bois en fragments de lumière et d'ombre. J'ai couru plus fort que je ne pensais que mon corps le pouvait encore. Des branches me fouettaient le visage, des racines attrapaient mes pieds. Je connaissais ce terrain. Je l'avais parcouru pendant des décennies. Eux aussi le connaissaient, mais la peur les rendait imprudents. J'ai atteint la clairière près de l'ancienne pente et je suis tombé à genoux à côté de l'endroit où mon mari avait un jour plaisanté en disant que c'était bon pour cacher un trésor. Le sol était froid et dur. J'ai creusé avec mes mains, les ongles se cassant, la peau se déchirant, jusqu'à ce que mes doigts heurtent quelque chose de solide. Un conteneur, en plastique, scellé, lourd. Des pas ont craqué dans les broussailles derrière moi. J'ai arraché le conteneur et j'ai couru. Un faisceau de lumière m'a attrapé, et pendant un instant, j'ai vu le visage de Lucas tordu de panique et de rage. « Donne-le-moi, maman » a-t-il crié. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Je comprenais tout. J'ai couru plus profondément dans les bois, les poumons en feu, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que je voie des phares sur l'ancienne route de service au-delà de la lisière de la forêt. Une voiture tournait au ralenti, moteur en marche, la portière passager ouverte. « Montez » a appelé une femme. Je n'ai pas hésité. La voiture a bondi en avant alors que je claquais la portière, serrant le conteneur contre ma poitrine. Dans la lunette arrière, j'ai vu Lucas s'arrêter en titubant, la lampe de poche lui tombant de la main. La femme au volant ne m'a pas regardé. « Ils ont franchi une ligne ce soir » a-t-elle dit doucement. « Il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai fixé les arbres sombres qui défilaient, sachant avec une certitude absolue que quoi que contienne le conteneur, c'était assez puissant pour détruire ma famille et assez puissant pour me sauver la vie. La nuit a englouti la ferme derrière nous, et avec elle la dernière illusion que cela pourrait jamais être résolu pacifiquement. Nous n'avons pas arrêté de conduire jusqu'à ce que la route se rétrécisse et que les arbres cèdent la place à des champs vides. La femme a finalement repris la parole une fois que nous étions assez loin pour que mes mains cessent de trembler. « Je m'appelle Claire Donovan » a-t-elle dit. « J'ai travaillé avec votre mari la dernière année de sa vie. Non officiellement, en dehors des registres. J'ai serré le conteneur plus fort. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Tout ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. » Elle s'est garée sur le parking d'un motel de bord de route fermé et a coupé le moteur. Le silence a résonné à mes oreilles. « Ouvrez-le » a-t-elle dit. « Vous méritez de savoir. » Mes doigts ont tremblé en tournant le seau. À l'intérieur se trouvaient des clés USB scellées dans du plastique, un petit carnet enveloppé dans de la toile cirée et une lettre pliée avec mon nom écrit de l'écriture soignée de mon mari. J'ai d'abord ouvert la lettre. « Ma très chère Eleanor, si tu tiens ceci, c'est que je n'ai pas réussi à les arrêter. Je suis tellement désolé. Je t'ai laissé ce fardeau, mais tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais. » Les mots se sont brouillés alors que les larmes remplissaient mes yeux. Claire m'a donné un moment, puis a parlé doucement. Il a tout documenté, l'accès au tunnel, les transferts, les paiements, et la preuve que Lucas et Marissa ont tout coordonné. J'ai eu la nausée. Il a essayé de te protéger, a-t-elle continué. Il savait qu'une fois que tu saurais, tu ne reculerais jamais. J'ai essuyé mon visage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous tendons le piège. Le plan s'est formé rapidement car il n'y avait pas de temps pour l'hésitation. Lucas et Marissa viendraient chercher le conteneur. Ils avaient franchi trop de lignes pour s'arrêter maintenant. Ils voudraient reprendre le contrôle. Le silence rétabli. Nous leur donnerions la chance. Le matin, un message a été envoyé de mon téléphone. Je rendrai ce que j'ai pris.
Rendez-vous à la maison ce soir. Venez seul. Je savais qu'il ne viendrait pas seul. Mais il viendrait. Ce soir-là, je me tenais à nouveau dans ma cuisine, le même endroit où tout avait commencé. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière au plafond. Le conteneur était sur la table, visible et tentant. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était stable lorsque le coup est venu. Lucas, entrant le premier, son visage était pâle, les yeux fuyants. Marissa a suivi de près, son expression illisible. Et derrière eux, l'adjoint est entré discrètement, poussant la porte. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait », a dit froidement Marissa. « J'ai regardé mon fils. Tu as tué ton père. » Lucas a secoué la tête violemment. « Je ne le voulais pas. C'était censé lui faire peur, juste assez pour qu'il arrête. » Les yeux de Marissa ont brillé. Il était impassif. C'est tout ce dont Claire avait besoin. Les lumières se sont allumées. Des voix ont crié, des portes se sont ouvertes en grand. Des agents fédéraux ont envahi la pièce, armes au poing. Tout le monde à terre, les mains où on peut les voir. L'adjoint s'est figé. Marissa a crié. Lucas s'est effondré à genoux. Je suis resté parfaitement immobile alors qu'on les maîtrisait, des menottes claquant, des poignets forcés derrière le dos. Lucas a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. « Maman, s'il te plaît. » J'ai senti quelque chose en moi se durcir, non pas en haine, mais en clarté. « Tu as choisi ça, » ai-je dit doucement. « Pas moi, pas ton père. » Alors qu'on l'emmenait, il ne s'est pas débattu. Il n'a regardé en arrière qu'une seule fois, comme un enfant qui avait enfin réalisé qu'il y aurait des conséquences. Quand la maison a été à nouveau vide, je me suis assise lourdement. Claire se tenait à côté de moi. Il vous a laissé une dernière protection. Elle m'a tendu un document tiré du conteneur, une fiducie établie à mon nom des mois avant sa mort. Des fonds mis de côté, des garanties légales déclenchées si le terrain était menacé. Il a pensé à tout, ai-je chuchoté. Il vous a fait confiance pour terminer le travail, a-t-elle dit. Dehors, les sirènes se sont estompées au loin. Le cauchemar n'était pas encore terminé, mais la vérité n'était plus enterrée, et pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'ai senti quelque chose comme la justice commencer à respirer. La maison semblait vide après leur départ, non pas d'une manière paisible, mais vidée, comme si quelque chose de vital en avait été arraché. Je suis resté assise seule à la table de la cuisine longtemps après le départ des agents, fixant l'endroit où mon fils s'était tenu menotté, incapable de concilier le souvenir du garçon que j'ai élevé avec l'homme qui avait choisi le profit plutôt que le sang. L'aube est arrivée lentement, une lumière pâle se répandant sur les lames de parquet. J'ai réalisé que j'avais survécu à la nuit. Cela ressemblait à un exploit que je ne savais pas nommer. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées avec une étrange intensité. Déclarations, avocats, enquêteurs arpentant mon terrain avec des cartes et du matériel. Les tunnels ont été scellés et documentés. Ce qui avait empoisonné le sol sous ma maison était enfin exposé à l'air. Lucas a été inculpé. Marissa a reçu une liste de charges plus longue que ce qu'ils attendaient tous les deux. L'adjoint a démissionné avant que l'acte d'accusation n'atteigne son bureau. Je n'ai pas assisté à la première audience. Je n'étais pas prête à voir mon fils derrière une vitre. Au lieu de cela, j'ai parcouru la terre. J'ai parcouru les champs au lever du soleil. Je me suis tenu à la lisière de la forêt, écoutant les oiseaux revenir à des endroits qui avaient autrefois semblé surveillés. J'ai plongé mes mains dans la terre du jardin et j'ai laissé la terre me rappeler que tout ce qui est enterré n'est pas destiné à le rester. Un après-midi, une lettre est arrivée de l'avocat de mon mari. À l'intérieur se trouvait la confirmation de la fiducie que mon mari avait établie discrètement des mois avant sa mort. Assez pour entretenir la propriété, assez pour me protéger d'être forcé de partir, assez pour choisir mon avenir sans crainte. Il avait su. Il s'était préparé à cette issue, même si cela signifiait accepter la sienne. J'ai pleuré alors, non pas de douleur, mais de gratitude. Avec le temps, l'affaire m'a changé. J'ai loué une partie de la terre à un jeune couple engagé dans le travail durable. J'ai fermé les zones qui portaient trop de mémoire. J'ai appris quel chemin je pouvais à nouveau emprunter et lesquels je devais laisser derrière moi. J'ai rendu visite à Lucas une fois, des mois plus tard. Il n'a pas pu me regarder au début. Quand il l'a finalement fait, il n'y avait plus de colère, seulement du regret. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là, mais je lui ai dit la vérité.
Ton père t'a aimé jusqu'à la fin, ai-je dit. Et à cause de cet amour, il m'a confié ce qu'on ne pouvait pas te confier. La responsabilité. C'est tout ce que je pouvais donner. En quittant la prison, je n'ai pas regardé en arrière. La vie n'est pas revenue à ce qu'elle était. Elle est devenue autre chose, plus forte, plus silencieuse, la mienne. À 67 ans, j'ai appris que la force ne s'annonce pas. Elle se révèle lorsqu'il ne reste plus rien sur quoi s'appuyer, sauf son propre jugement et sa volonté de se tenir seul. La terre est toujours là. Moi aussi. Et la vérité qui nous a presque tous détruits repose maintenant là où elle doit être. Non pas enterrée, mais connue. La trahison la plus dangereuse n'est pas celle qui vient d'étrangers, mais celle qui grandit tranquillement au sein d'une famille. Le silence peut sembler une protection, mais la vérité est ce qui nous maintient en vie. Et peu importe votre âge, la force ne s'estompe pas. Parfois, elle n'attend que le moment où elle est le plus nécessaire.